Bonjour tout le monde, une petite capsule vidéo. La dernière pour le chapitre 3, la section 3.3 sur la relativité du mouvement. On a 5 petits numéros donc à faire ensemble. Fait que numéro 1. Au centre d'entraînement, Axel observe Tania qui court sur un tapis roulant à une vitesse de 5 km/h. Expliquez pourquoi Axel a l'impression que Tania, qui est sur le tapis roulant, est immobile. Ben, c'est parce que tout simplement, c'est que le tapis roulant, ben, roule à la même vitesse donc que Tania, mais en sens contraire. Fait que dans le fond, si je me prends un crayon, Tania, ça c'est la vitesse donc de Tania. Elle court sur le tapis roulant, mais le tapis roulant, ben lui, il roule à la même vitesse. Vitesse, dans le fond, du tapis. Tiens, on va mettre un petit T là, pour tapis. Fait que dans le fond, du point de vue d'Axel, qui serait donc ici, pour elle, ben, Tania, donc elle est vraiment donc immobile, tout simplement. Numéro 2, une personne assise dans un train lance une balle en l'air où la balle va retomber si. Puis là, on a différentes, finalement, donc opportunités. Fait qu'on a donc, admettons, là, mon Dieu, je vais essayer de dessiner quelqu'un là, qui est assis sur une chaise avec tous mes talents. Comme ça ici. Ah, pas super, finalement. Comme ça. On lance une balle. On lance une balle en l'air comme ça. Oups. Puis, on est censé de la rattraper là, dans notre main. Là. Si le train roule à vitesse constante et en ligne droite, donc qu'est-ce qui va arriver à la balle? Bien, on l'a tout déjà fait, lancer un objet donc en l'air en auto, là, quand on était petit, donc assis en arrière, donc on est capable très bien là, de rattraper donc la balle. Pourquoi que je suis capable de rattraper la balle, même si je suis assis dans une voiture qui avance à une certaine vitesse? Bien, c'est tout simplement que nous, on va à la même vitesse que la voiture, puisqu'on est assis donc dedans, puis la balle aussi. Puis en plus, ben, le train ou la voiture là, roule à vitesse constante. B, le train effectue un virage. Bien, c'est bien sûr que si nous, admettons, là, on est représenté, tiens, ça c'est ma tête, là, comme ça, là, puis on sait qu'on est en train de virer, puis que je lance une balle. Bien, c'est sûr que ma balle, quand elle va retomber à l'extérieur. Elle va être déviée donc sur le côté, puisque moi, ben, je vais être un peu partie donc par là. La balle, elle ne subit pas, vu qu'elle est dans les airs, le changement d'orientation du train. Fait que elle va tomber un peu à côté de ma main. Il va falloir que je tasse ma main un peu là, vers la gauche. C. Si le train accélère. Fait que là, on s'imagine donc qu'on est dans une voiture ou que dans un train, on lance notre balle en l'air, puis pendant que la balle est dans l'air, là, le train accélère. Admettons là, que ça accélère beaucoup, là, puis vraiment rapidement. Ben nous, on va avancer plus vite que la balle qui est dans les airs. Fait que la balle va tomber un petit peu donc derrière la main. On ne s'en rendra pas compte parce que on va juste reculer la main pour la poignée, là, c'est tout. Si le train ralentit, admettons que le train, là, il freine, donc à grande vitesse, ou notre voiture freine à grande vitesse. Hein? C'est sûr, on est dans une voiture, là, on s'imagine, puis quelqu'un break, là, on va être projeté par en avant. Fait que si ma balle est dans les airs, et qu'après que ma balle soit suspendue dans les airs, l'auto break ou ralentit, ou je sais pas, là, donc on a une collision donc frontale, ben c'est bien sûr qu'en ralentissant, ben la balle, veut pas, elle va tomber donc devant donc la main. Parce que, oups, donc on va comme ralentir, puis la balle, ben, veut continuer donc à la même vitesse. Ça, c'est sûr. Numéro 3, dans un aéroport, on a une espèce de corridor comme ça, là, comme la madame, là. Puis, ce tapis roulant-là, ben, il avance. Fait qu'on n'est pas obligé de tirer nos bagages, là. On a juste à avoir nos valises ici, puis les tenir, puis le tapis, donc, avance tout seul. On nous dit que ce tapis-là, c'est pour franchir une distance, delta X, de 80 mètres. Il va à la vitesse, le tapis, de 2 mètres par seconde. On nous dit qu'une femme emprunte le corridor à une extrémité, mais elle le parcourt en marchant. Fait qu'elle décide en plus, hein, c'est pas interdit, de marcher donc sur le tapis. Fait que ça, c'est la vitesse du tapis, VT. Et ici, donc, c'est la vitesse de la madame ou, tu sais, là, de la dame, de la femme. Tiens, on va écrire vitesse F, de 2 mètres par seconde, par rapport au corridor aussi. On veut savoir en combien de temps, delta T, c'est ça qu'on va chercher donc aujourd'hui, qu'elle va atteindre l'autre extrémité.
Il faudrait d'abord savoir donc sa vitesse totale. Fait que pour aller chercher donc sa vitesse totale, comme ça ici, on va tout simplement aller additionner la vitesse du tapis roulant plus la vitesse de la femme, dont dans le fond, elle va aller comme 2 fois plus vite, ce qui va faire que ça va donner 4 mètres par seconde. Nous, on se rappelle notre formule, parce on le sait là, que c'est un mouvement ici rectiligne uniforme. On n'a pas d'accélération, hein, ça c'est bien sûr, parce que tout le monde tomberait sur le tapis. Notre seule vitesse pour le MRU, c'est vitesse est égale à déplacement sur le temps. Nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le temps, fait qu'on va aller isoler donc delta T en faisant delta X divisé par V. Tout ce qu'on va avoir à faire, c'est une petite division. Notre delta X, il est ici. On s'était dit là, tantôt dans le texte là, que c'était 80 mètres, que le tapis roulant a à parcourir ou que les passagers ont à parcourir. Je divise par la vitesse donc totale, 4 mètres par seconde, et ça va me donner 20 secondes. Donc, ça va prendre 20 secondes comparativement. Probablement, si elle n'avançait pas, ça y prendrait donc le double du temps. Ça, c'est le fun. Donc, ça nous démontre un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec le mouvement relatif. Numéro 4. Une voiture roule à une vitesse, on va écrire VV là, pour voiture de la vitesse, de 110 km/h. Et nous autres, on n'aime pas ça, les kilomètres-heure, hein, on se rappelle, on met ça en mètres par seconde en faisant fois 1000 divisé par 3600. On commence à s'en rappeler. Cette voiture-là se trouve à une distance delta X de 100 mètres derrière un camion. Fait que quand vous avez de la misère, là, admettons, là, faites-vous des dessins. Là. Donc, on a un camion comme ça, on a une petite voiture. La voiture, ben, mon Dieu, elle n'est pas belle, ma voiture, c'est pas grave. Elle roule à 100 mètres en arrière du camion. Puis ce camion-là, ben, il va moins vite. Il se déplace à une vitesse C, tiens, vitesse camion, de 90 km/h. Puis bien, c'est sûr qu'on va transférer aussi, donc les deux vitesses hein, en mètres par seconde. Combien de temps, delta T, la voiture mettra-t-elle à rejoindre le camion? Là, vous allez dire, ben là, on était capable de faire ça avant de connaître le mouvement relatif, mais regardez qu'est-ce qu'on peut faire avec le mouvement relatif. En passant, là, tout ça, là, c'est vraiment, vraiment trop, là. On y va avec notre logique, le mouvement relatif. On n'a même pas besoin là, de faire la formule, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller voir la différence des deux vitesses. On sait que la voiture roule à une vitesse plus élevée que la vitesse du camion. Fait que la différence de vitesse, on va aller l'écrire à côté ici, là. Différence de vitesse est de 5,56 mètres par seconde. On s'entend qu'on les a mis en mètres par seconde, donc avant. Tout ce qu'on a à faire, donc maintenant, c'est de prendre notre formule ici, notre seule formule du MRU, du mouvement rectiligne uniforme, parce qu'aucun des deux véhicules ont une accélération, donc il n'y a pas d'accélération. Tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est d'aller isoler donc le delta T. Un truc, là, vous faites seulement inverser, échanger de place, là, la vitesse et le delta T. Ça se fait. On a le droit, donc, en mathématiques, de faire ça. Puis ensuite, ben, on calcule. Fait qu'on va faire la distance, le delta X, la distance à parcourir. Distance à parcourir ici, on l'avait déjà spécifié, c'est 100. On divise par la différence de vitesse. Et bien, ça va prendre 18 secondes. Fait que le mouvement relatif là, nous permet de faire des petits calculs comme ça là, plus rapidement. On finit avec le numéro 5. Numéro 5, là, écrivez examen. Il y a un numéro là, qui va ressembler à ça. On a un avion qui vole à une vitesse, VA, pour vitesse avion, de 200 km/h. Oh, là, on a un vent qui souffle, la vitesse du vent, 50 km/h, qui souffle du sud au nord. Vue du sol, quelles sont la grandeur et l'orientation du vecteur vitesse de l'avion? Pour s'aider, là, vu qu'il y a nord, sud, est, ouest, là, on va aller se dessiner un plan cartésien. Ça, c'est le nord, sud, est et ouest, plus une rose des vents, là, hein, ça c'est sûr. Puis on va aller dessiner nos vecteurs dedans. Fait qu'on nous dit que notre avion vole vers l'est. On va aller se dessiner un vecteur comme ça. On va prendre des couleurs différentes, ça va être vraiment plus facile. Pour notre vitesse de notre avion. Puis cette vitesse-là est de 200 km/h. On a un vent qui souffle. Regardez, là, je vais aller redessiner, là.
mon vecteur vitesse avion, petit vecteur comme ça. Puis notre vent, il souffle du sud au nord, comme ça. Vitesse vent. Puis, bien, c'est sûr que sa norme, pour ce qui est du vent, est de 50, tandis que la norme, la grandeur du vecteur pour la grandeur du vecteur vitesse avion est de 200. Regardez bien. Dans le fond, là, l'avion va avancer, 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 avancer par là, donc vers la droite, mais il y a toujours un vent qui va la pousser un peu, donc vers le haut. Dans le fond, pour résoudre ça, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire l'addition vectorielle de vecteurs. Fait qu'à la queue leu-leu, je vais aller mettre le vecteur là, vitesse avion en vert, comme ça va être 3 couleurs différentes, ça va être plus facile. Fait que si je déplace mon vecteur vitesse avion, qui est de 50 km/h, puis que je mets les deux vecteurs à la queue leu-leu, ah, ben là, je viens vraiment de résoudre mon problème. Je vais pouvoir aller chercher mon vecteur résultant. Donc, on se rappelle l'addition de vecteurs, hein? Donc, on part du début, puis après ça, on va vers la fin. Puis souvent, ben, on est pas mal chanceux, là, ça va nous donner un triangle rectangle. Puis tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est d'aller chercher les composantes. Ben, les composantes ici, ben, on les a déjà là, en X et en Y, mais plus l'hypoténuse, donc la norme du vecteur résultant. On peut peut-être aller mettre un gros R, là, ou vitesse résultant, comme ça. Résultante, comme ça ici, si vous aimez mieux. Puis on va tout simplement aller faire Pythagore. Fait qu'est-ce qu'on a fait ici là, dans le corrigé? Là? On va aller écrire Pythagore. On va servir de tout ce qu'on connaît de notre trigonométrie. On va aller écrire trigo pour être sûr, là, donc de savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire comme démarche ici. Fait que je vais tout simplement faire 200 au carré plus mon 50 au carré. Je mets mes unités, ça soit plus cute. Je fais la racine de tout ça, puis ça va nous donner un chiffre, j'imagine, plus grand que 200 km. Fait que ça va nous donner un vecteur vitesse de 206 km/h. Qu'est-ce que je vais faire maintenant pour aller chercher l'orientation? Parce que dans la question, là, on nous demandait la grandeur. La grandeur, c'est la norme, c'est correct. L'orientation, ben, c'est l'angle. C'est ça qu'on voulait aller chercher. Pour aller chercher l'angle, on peut faire sin costane, notre trigonométrie aussi, mais si on ne tente pas de nous casser la tête, là, on y va avec notre truc. On se rappelle, le truc, là, c'est tan de notre angle. On peut aller l'encadrer. Mon Dieu, j'étais avec ma tablette numérique, là, j'encadre tout mal. On fait la composante en Y divisé par la composante en X. Fait que super facile. Je vais faire la vitesse en Y divisé par la vitesse en X. Puis pour aller chercher mon angle, ben, c'est bien sûr que je vais faire tan moins 1. Là, ici, là, pour que ça soit vrai, là, il aurait fallu qu'ils mettent un petit angle dans le corrigé comme ça, qui écrivent égal à tan moins 1 de ma division. Ça, ce n'est pas nécessaire de l'écrire, là, de toute manière, là, qui va nous donner donc 14 degrés. Moi, j'aurais aimé ça, par exemple, là, qui nous isole ça comme ça, là. Angle est égal à tan moins 1 de la composante en Y divisé par la composante en X, comme ça. Puis là, on aurait pu mettre notre démarche, là, ça aurait été vraiment plus beau, pour nous donner notre réponse, donc qui est de 14 degrés. Ça fait pas mal le tour de notre section, donc 3.3. Fait qu'on se revoit bientôt donc avec le chapitre 4.